Aujourd'hui, c'est la dernière conférence du cycle, donc POCA, donc la formation en architecture post-carbone de l'école d'architecture Paris-Est a organisé. Donc, cette formation de troisième cycle sur les moyens de construire en tenant compte de toutes les questions posées par la transition énergétique, de construire et concevoir d'ailleurs. Et donc, cette année, le cycle de conférence a porté sur la question des matériaux, qui évidemment est une des facettes vraiment, vraiment importantes du nouveau paradigme de la construction et de la conception des bâtiments et des quartiers et des villes et de l'aménagement des territoires, même dans un nouvelle vue post-carbone. Et donc, dans ce cadre, on a invité Olga Karkasy, qui termine en fait une thèse qui porte justement sur ces questions d'écomatériaux, thèse qu'elle va défendre ces jours-ci, donc c'est imminent. Donc, Olga, après sa forme, donc elle est italienne, mais ça on aurait pu s'en douter peut-être avec son nom, peut-être moins avec son prénom, mais avec son nom, ouais, là c'est sûr. Et donc, après donc, ses études d'architecture, elle a un peu fait le tour d'Europe, elle a travaillé à Londres, à Paris, elle a fait des stages un peu à droite à gauche, y compris dans des endroits de recherche comme le STP à Paris ou au laboratoire de TH à Zurich. Donc là, elle est en transition entre son PhD et puis un postdoc qu'elle va poursuivre encore pendant 12 mois au Politecnico de Milano, en attendant de s'orienter par rapport à ses recherches qui sont très intéressantes sur les questions de matériaux. Elle a été au centre d'une recherche sur le menu vegan pour construire les bâtiments, je trouve une façon assez imagée de parler des matériaux construction qu'on doit apprendre ou peut-être réapprendre à utiliser dans nos bâtiments, et même, et je pense que ça fait partie aussi de ce qu'elle va nous expliquer, à peut-être comment faire croître, faire pousser un certain nombre de matériaux qui pourraient servir à la construction de nos bâtiments voilà, dans un futur finalement pas si lointain. Donc voilà, je pense que j'en ai dit déjà largement assez, et merci beaucoup Olga. Évidemment, on est ravis de t'accueillir et on va t'écouter avec beaucoup d'intérêt. Merci. Merci beaucoup Jean-François pour l'introduction. Est-ce que je peux faire Le partage. Le partage? Alors, ça, Gabriella, il faudrait que tu… Normalement, elle est autorisée déjà. Oui, je pense que tu l'as. Ouais. Vous voyez? Oui. OK. Ça, c'est mieux? C'est parfait. Ouais. OK. Donc, merci encore pour l'invitation et l'introduction. En fait, le sujet de cette intervention aujourd'hui, c'est comment concevoir et construire avec la nature. En fait, nous, on sait très bien qu'il faut qu'on arrive à la neutralité climatique. Même l'Europe nous demande de faire ça pour les 2050. Donc, les questions dans notre secteur, c'est comment les complètement décarboniser pour aider cette transition climatique. On sait très bien, en fait, toutes les émissions. Ça fait plusieurs années qu'on parle des émissions liées à l'énergie utilisée pendant la phase d'utilisation des bâtiments, donc les émissions opérationnelles. Mais là, maintenant, l'attention s'est un peu concentrée par rapport aux émissions grises. Parce qu'en fait, on sait que ça, c'est des pics de carbone qui vont être diffusés dans l'atmosphère, là, maintenant, avec notre niveau technologique. Par contre, avec les émissions opérationnelles, on peut jouer avec la transition vers l'électrique, avec
comment les habitants de notre bâtiment peuvent changer leurs habitudes. Mais par contre, avec ce qu'on va diffuser là maintenant, donc les émissions grises, on ne peut rien faire une fois qu'ils sont réalisés dans l'atmosphère. Donc, si on pense un peu à les stratégies qu'on peut mettre en place au niveau de gérer cette situation, nous, on a trouvé en fait que la plus intéressante, c'est de penser comment substituer et compenser les émissions qui sont liées aux matériaux d'origine fossile avec des matériaux biosourcés. Parce qu'en fait, avec ça, on peut utiliser leur propriété de stocker et séquestrer la CO2 dans les bâtiments. Et de l'autre côté, on peut même utiliser leur capacité à s'auto-assembler. En fait, comme Jean-François vient d'expliquer dans l'introduction, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de voir comment on a pensé au niveau global des méthodologies, de comment concevoir les nouveaux de là, de maintenant, pas de demain, mais donc penser plutôt à des régimes de matériaux, c'est ça que nous on appelait. Ça c'est une recherche qu'on a développée avec Guillaume Habert et Francesco Pittau de l'ETH de Zurich et aussi Laura Malighetti et moi dans le Politecnico di Milano. Donc, l'idée, c'est vraiment de changer les stratégies d'optimisation et comment choisir les matériaux et en pensant vraiment que le carbone biogénique peut vraiment aider à faire une sorte de compensation aux émissions qui sont liées plutôt à les matériaux d'origine fossile. Là, on va voir ça tout de suite. La deuxième partie de cette présentation, c'est plutôt concentrée à comment faire pousser, vraiment créer des biocomposants qui sont 100% biosourcés. Et donc, en utilisant aussi les liants qu'on trouve dans la nature, qui sont 100% biosourcés. Et dans ce cas, c'est les mycéliums. Et je vais vous proposer un peu de petites instructions pour les faire chez vous. Donc, pour pouvoir vraiment concevoir ce nouveau régime des matériaux, l'idée, c'est plutôt d'utiliser cette caractéristique des matériaux biosourcés, de stocker la CO2 dans leur biomasse. Mais la question, c'est qu'on peut compter on va dire, cette propriété avec des méthodologies qui s'appellent analyse des cycles de vie. En fait, on a des méthodologies d'analyse des cycles de vie qui sont plutôt traditionnelles, qui en fait, avec cette méthodologie, c'est pas possible de tenir en compte les carbones biogéniques dans les calculs, parce qu'en fait, ils utilisent le paradigme que carbone neutre, c'est égal à neutralité climatique. Mais en effet, ce qu'on a vu avec ce que c'est possible de trouver dans des recherches scientifiques, c'est que plutôt avoir la possibilité de voir quand les émissions ils arrivent et tenir en compte aussi la recapture ponctuelle de CO2 par les biomasses, en fait, ça a un effet positif sur le climat. Et avec cette idée, ça a été développé l'analyse de cycle de vie dynamique. De l'autre côté, on sait que l'analyse de cycle de vie dynamique, c'est assez compliqué pour la faire et aussi difficile comment dire, à gérer au niveau de la conception des bâtiments. Et donc, des autres groupes de chercheurs, ils ont développé plutôt des indices qui s'appellent Global Warming Potential Bio. Et en fait, l'idée, c'est de faire des calculs dynamiques, mais après les stabiliser dans des graphiques et utiliser les valeurs qu'on peut donner aux biomasses comme des valeurs négatives à prendre en compte au début d'une analyse de cycle de vie traditionnelle. Donc, cette idée d'un peu d'insérer les facteurs de temps, mais donner aussi un peu plus de facilité au niveau de la conception et des architectes et des ingénieurs pour pouvoir vraiment commencer à compter, à tenir en compte de carbone biogénique dans leur projet. En fait, si on parle de carbone biogénique, en fait, on sait tout de suite qu'il y a la différence entre les arbres, donc ils ont un temps de croissance qui est plus long, entre guillemets.
on parle de 15, 20 jusqu'à 7 ans, 7 ans. Et de l'autre côté, on a même la possibilité d'utiliser des biomasses qui sont à croissance rapide. Et ça, en fait, l'idée, c'est qu'ils poussent tout le temps entre 1 et 5 ans. Et donc, on peut vraiment voir tout de suite les bénéfices de stocker la biomasse dans leur biomasse. Par contre, avec les arbres, on a besoin de plus de temps pour vraiment pouvoir compter de la recapture 100% de carbone biogénique. Donc, ça, c'est l'idée. On s'est dit, on a emprunté, on peut dire, la pyramide des matériaux de la partie alimentaire. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut essayer de changer un peu la pyramide des matériaux, même dans le monde des bâtiments? On a défini ce qui, pour nous, c'était des matériaux high carbon, low carbon et climate negative par rapport au global warming potential. Et on a un peu joué avec des différents matériaux en créant des 3 material diets, donc 3 régimes de matériaux, qu'on appelait, pour rester toujours avec la comparaison avec la pyramide du régime alimentaire, omnivorous, végétarien et vegan. Et donc, voilà, tout à la fin, on a vraiment cherché de pousser l'utilisation des matériaux climate négatifs, donc des matériaux avec un global warming potential négatif. Et dans ce cas, pour nous, c'était plutôt les matériaux, les biomasses à croissance rapide. Et voilà, donc, en faisant une sorte c'est un calcul, une sommatoire entre les émissions des matériaux, on peut dire high carbon et low carbon, avec ceux des matériaux climate négatifs, tout à la fin, on peut avoir un bilan qui est neutral au niveau des bâtiments. Ici, je vais vous montrer un peu comment on a créé ce régime. En fait, on a divisé les bâtiments entre plusieurs éléments, donc la membrane, la structure et tout ça. Mais toujours, l'insolation, c'était des matériaux biosourcés. Pour la définition des régimes omnivores, végétariens et végans, c'est plutôt lié à la structure. Donc, pour les régimes omnivores, en fait, on a utilisé les bétons armés. Pour les salles végétariennes, on a utilisé les bois lamé collé. Et pour les végans, on a envisagé l'utilisation des bambous, donc qui c'est une plante, une biomasse à croissance rapide. En fait, c'est qu'on a vu que quand on parle de biomasse à croissance rapide, sauf les bambous qu'on a vu qu'on peut l'utiliser comme structure, c'est que la performance qu'on peut vraiment adresser à cette biomasse, c'est plutôt la performance thermique. Donc, de les utiliser comme des insolations. Donc, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de donner et créer cette nouvelle performance pour coupler donc la nécessité de l'énergie, donc pour réduire les émissions opérationnelles, mais de l'autre côté, en utilisant cette biomasse à croissance rapide, on peut stocker le CO2 dans les peaux des bâtiments. En faisant ça, c'est possible de faire un calcul et arriver à une compensation totale des émissions qui sont liées aux autres matériaux fossiles, aux minéraux. Pardon. Donc, ça, c'est un peu la méthodologie, mais ça, c'est un article qu'on a fait. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous donner un peu plus de détails. Et donc, pour vraiment comprendre c'était qui notre patient au niveau des régimes, on a pris les bâtiments résidentiels en Europe et les typologies qui sont donc single family house, multifamily house, apartment block et terrace house. Donc, ça, c'était les 4 typologies de bâtiments résidentiels en Europe. On a fait des calculs pour comprendre, on a fait des modèles et des calculs pour comprendre l'incidence au niveau de volume de structure pour chaque régime. On a fait les calculs de la global warming potential avec la méthodologie de GEST, donc on l'appelle la semi-statique parce que c'est un peu plus facile à faire. Et après, on a fait vraiment le mélange, on a regardé comment rendre neutre climatiquement notre bâtiment pour chaque régime. Et donc, ce qu'on avait, on a fait aussi une sorte de visibilité architecturale et en regardant combien l'épaisseur du mur, ça change par rapport à les résultats de la neutralité du climat.
Donc, ça, c'est vraiment très rapidement ce qu'on a fait. Donc, on a pris le Global Warming Potential à Saint-Ton de database de KBOB, qui est un database suisse. Après, on a on a pris les valeurs négatives qui viennent pour les matériaux biosourcés en utilisant la méthodologie de GAST, donc le Global Warming Potential Bio. Et en faisant vraiment un sommatoire entre les deux, donc des émissions il a une valeur positive et les Global Warming Potential Bio qui a une valeur négative, on trouve l'émission totale des matériaux. Bien évidemment, le Global Warming Potential Bio, on l'a seulement que pour les matériaux biosourcés. Je voulais vous montrer un peu comment on trouve les Global Warming Potential Bio proposés par GAST et Co-Acres. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour chaque couleur, en fait, c'est une typologie de biomasse. On voit que celle qui a un bleu clair, tout en bas, c'est les biomasses à croissance rapide, donc ils ont une croissance de 1 an. Et donc, avec ça, on voit vraiment que les Global Warming Potential Bio est ceux qui ont les valeurs plus intéressantes par rapport aux autres typologies des arbres, des plantes en général. Ça, c'est vraiment un tableau avec tous les calculs, ce qu'on a fait. Et en fait, si vous voyez, finalement, on n'a que les matériaux en vert qui finalement, ils ont une Global Warming Potential totale vraiment négative. Donc, on peut vraiment utiliser pour faire notre calcul de compensation des émissions. Donc, voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on a calculé les quantités de matériaux pour chaque bâtiment, ou même la structure, et on a trouvé finalement les émissions totales des matériaux par rapport qui doivent être, comment dire, neutralisées pour les l'insolation avec des matériaux à croissance rapide. Donc, on a calculé la quantité de matériaux biosourcés qui étaient nécessaires pour chaque régime et pour chaque typologie de bâtiment. Avec ça, on a calculé le volume et donc l'épaisseur qu'il nous faut dans notre bâtiment. Ça, c'est un peu les résultats au niveau des quantités de matériaux qu'on a besoin. En fait, si vous voyez ce qui est vert, les colonnes vertes, on a utilisé 3, comment dire, matériaux biosourcés comme isolants. Donc, on voulait vraiment voir un peu la sensibilité, la variation par rapport au choix aussi de matériaux. Dans la partie verte, partie jaune et rouge, on peut voir les émissions, la quantité de matériaux qui sont plutôt high climate et low climate intensive. Donc, vraiment, on peut voir que la quantité de matériaux biosourcés, c'est beaucoup par rapport aux quantités de l'autre matériau. Et ça, c'est pour vous faire voir un peu les épaisseurs. Donc, ça, on les a divisés par rapport aux typologies de bâtiments en Europe, donc single family house, multi-family house, apartment block et terrace house. Vous pouvez voir un peu ce qui se passe au niveau des épaisseurs, que pour nous, c'est ça qui nous intéresse, l'impact et ce qui ça nous donne au niveau vraiment du produit fini, qui c'est les bâtiments. Et en rouge, vous pouvez voir quand l'épaisseur, c'est plus grand qu'1 mètre. Et ça, c'est le cas pour presque tous les bâtiments, on peut dire, omnivores. Et dans les contextes européens, en fait, les végétariens, c'est le plus intéressant. Et pour nous, ça, c'est plutôt aussi lié au fait qu'en Europe, il n'y a pas de bambou. Donc, c'est pour ça que les régimes véganes, c'est encore un peu plus, comment dire, moins optimisé. Parce que les bambous, c'est, comment dire, il arrive de l'Asie ou de l'Amérique du Sud. Donc, il y a des émissions liées au transport. Et ça, on a voulu un peu vous montrer comme les résultats au niveau des sections des bâtiments. Donc, on a pris que la typologie apartment block. Et comme ça, vous pouvez voir qu'en changeant les régimes de matériaux et les typologies d'isolants en biosourcés, on a vraiment des différents impacts au niveau d'épaisseur des murs. Comme je vous disais tout à l'heure, en Europe, on peut dire qu'avec entre 30 et 50 cm d'épaisseur, on peut avoir à construire des bâtiments qui sont au niveau de l'énergie grise neutre. Donc voilà, ça c'est un peu la recherche qu'on a fait au niveau du régime des matériaux. J'ai vraiment essayé de vous faire voir tous les passages, mais si vous avez des questions après, je suis là pour vous spécifier un peu plus en détail
des passages qui peut-être ne sont pas clairs. Mais vraiment, ce que pour nous, c'était intéressant, c'est de comprendre vraiment l'effet qu'avec les technologies qu'on a là maintenant, donc des matériaux biosourcés qu'on a été toujours utilisés et tout ça, on peut vraiment penser à les utiliser dans cette phase de transition écologique et climatique. L'autre partie de la présentation d'aujourd'hui, c'est plutôt concentré au niveau de la biofabrication of mycelium. Donc, l'idée est vraiment de penser des matériaux qui poussent plutôt qui sont extraits dans la planète. Et donc, qu'est-ce que c'est les mycélium? Les mycélium, en fait, c'est la partie radicale des champignons. Et nous, ce qu'on mange, c'est plutôt des fruiting body. Donc, c'est vraiment le fruit qui sort. Mais il y a toute une partie qui est en bas, qui nous, on n'arrive pas à voir, mais qui est incroyable, même au niveau des rôles dans l'écosystème, des rôles dans la forêt, de ce qu'il est possible, qu'il est capable de faire. En fait, tout à fait, les champignons, ils ont un rôle de décomposants dans l'écosystème. Et en fait, ce qui pour nous, c'est intéressant qu'eux, ils ont la capacité de pousser de se nourrir de matière organique. Et donc, avec ça, pour nous, c'est possible d'utiliser des biomasses lignocellulosiques et en faisant pousser les champignons, les mycélium sur ça, on peut créer vraiment des composants qui sont bio et qui sont tenus ensemble par les mycélium. Que voilà, c'est les lions dans ce cas. Ce qui est aussi intéressant par rapport au mycélium, c'est qu'il est vraiment en ligne avec le concept d'économie circulaire. Donc, on peut vraiment réutiliser et donner des performances un peu plus intéressantes comme la stabilité thermique, la stabilité aussi vraiment de la géométrie, ou beaucoup de résidus qu'on trouve soit dans le monde agricole, comme la paille, ou même dans les forêts, comme les bois, etc. Mais même si on pense les résidus qu'on trouve dans l'eau, comme des algues, par exemple, et même on peut penser à des biomasses en général qui sont toujours à croissance rapide, comme les chambres. Ça pour vous donner un peu de différence de comment les designers ils peuvent utiliser cette matériau. Et je trouve que c'est assez intéressant. En fait, il y a beaucoup d'exemples. Ils ont en fait imprimé en 3D les mycélium pour vraiment optimiser aussi la distribution des matières. Et en fait, ce que vous devez penser, c'est que le mycélium, il est comme nous, il n'est pas comme les plantes. Donc, ils ont besoin d'oxygène. Donc, ils ont besoin de respirer vraiment. Et donc, l'idée de vraiment optimiser la surface pour que les mycélium ils arrivent à obtenir beaucoup plus de fraîcheur, c'est assez intéressant même au niveau de la fabrication des composants. On peut faire des lampes, on peut faire beaucoup d'autres petits objets pour tous les jours. Et si on continue un peu un changement de l'échelle, on a des exemples déjà diffusés comme les panneaux acoustiques des mangues et même les panneaux de plancher aussi toujours des mangues qui utilisent le mycélium. Et même, ça c'est que c'est assez intéressant, c'est de l'utiliser comme des substituts pour faire les packaging. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Là, je vais vous montrer un peu des exemples des pavillons parce que pour le moment, il n'y a pas encore fait, il n'existe pas un bâtiment qui a ce matériau parce que la technologie, c'est assez nouveau. Elle a 20 ans à peu près, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais je sais déjà qu'ils vont être très tôt des bâtiments à une échelle un peu plus grande avec le mycélium. Mais de toute façon, l'idée, c'est que sur la gauche, on peut voir les pavillons faits par les groupes de Philippe Locke à ETH. Et vu que vraiment les caractéristiques mécaniques de mycélium, ça dépend des fibres qu'on met dedans, la dimension, etc. Il travaille bien au niveau de la compression, mais pas trop au niveau de la traction. Donc, ce qu'on a fait, ils ont pensé en structure vraiment qui travaille à compression et qui a cette forme
d'un arbre d'un côté. Ils ont ajouté même des parties en bambou. Dans le milieu, vous pouvez voir le premier pavillon fait avec le mycélium qui s'était exposé à MoMA de New York. Et l'idée, c'était vraiment de prendre des briquets et de faire cette géométrie complexe. Et c'était assez intéressant parce qu'à fin de vie, les composants, c'est 100% compostables et biodégradables. Donc, c'était parfait même au niveau de fin de vie de pavillon. Et ce que vous pouvez voir à votre droite, c'est un autre pavillon qui c'était il y a 2 ans, je pense. Et ici, l'idée, c'est de vraiment essayer et regarder comment ce panneau, ce matériau, ce biocomposant, c'est la relation avec l'environnement. Donc, la pluie et tout ça. Donc, c'était vraiment le premier essai de les mettre dans l'extérieur et les laisser tout le temps qu'il faut. Mais donc, par rapport à la fabrication de cette composante, sont assez élaborés parce qu'il y a beaucoup de variétés. Il n'y a pas un protocole qu'il faut suivre. Chacun fait un peu ce passage. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'espèces différentes de mycélium. Par exemple, nous, on utilise plutôt les Pleuratus ostreatus, mais il y a beaucoup qu'on peut utiliser. On peut changer au niveau d'additifs de croissance. On peut changer, comme je vous disais tout à l'heure, tous les substrats, donc dans une idée plutôt d'économie circulaire. Et donc, il y a beaucoup de paramètres de croissance à contrôler. La stérilisation, le pH, la température. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres à tenir en compte pour faire dans une manière, on peut dire, scientifique. Parce que le mycélium, il va grandir, il existe dans la nature. Donc, il va faire tout ça en même sens, sans notre contrôle, entre guillemets. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on peut penser à utiliser le mycélium comme substitut de plusieurs matériaux, comme ceux qui sont à base de polystyrène. Donc, pensez à si on peut vraiment changer comment on fait, on pense et on fabrique notre composant. Les processus de fabrication, on peut les diviser en 3 parties. Donc, dans la première phase, il faut choisir les substrats, donc ce qu'on va donner au mycélium. Après, il faut choisir le type de mycélium qu'on veut utiliser. On peut jouer beaucoup avec la forme qu'on veut donner parce qu'en fait, c'est vraiment, il faut que vous le pensiez comme des infils, que ça peut prendre la forme de tout ce qu'on veut. Et tout à la fin, bien évidemment, il faut les déactiver parce qu'on ne veut plus que les mycéliums continuent à grandir dans les substrats. Il y a plusieurs, comme je vous disais, strains qu'on utilise de mycélium. Et nous, on utilise plutôt les Pleuratus ostreatus ici dans mon laboratoire de Politecnico di Milano. Des autres chercheurs, ils ont utilisé les Tremetes versicolor et Organoderma lucidum. Chacun de ça a des propriétés particulières. Si vous voulez commencer votre culture, il y a plusieurs typologies de les faire. On peut utiliser une culture liquide, donc on sait que ça c'est la plus pure, donc c'est que des mycélium et de l'agar. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de cas de contamination. De l'autre côté, on peut utiliser des petits morceaux de bois et dedans, il y a les mycélium, mais ça pousse pas trop rapidement. Sinon, on peut utiliser les cultures de feuilles d'enchuire qu'on utilise dans la cultivation des champignons alimentaires. Donc, ça existe déjà. Nous, on les mange tous les jours de supermarché. Mais ce que nous on préfère ici dans le laboratoire, c'est plutôt de cultiver notre mycélium avec des feuilles d'un siègle. Parce que comme ça, la seigle, il a beaucoup de nourriture. Donc, le mycélium, il est un peu plus fort et finalement, le processus, il est plus rapide. Et le niveau de contrôle, c'est mieux que celui avec les cultures liquides. Donc, voilà. On fait l'inoculation et nous, on l'appelle la première growth. Et nous, une fois qu'on a fait on a préparé les composants,
on les met dans un mold. Et après, tout à la fin, que je vous disais, il faut les enlever du mold parce qu'on veut que tous les mycéliums, il arrive à tous les mycéliums, il arrive la fraîcheur pour bien respirer et avoir donc une peau tout autour qui c'est un peu plus épaisse. Et donc, les composants finaux, il est un peu plus homogène. Concernant les stratégies de désactivation, en fait, on peut utiliser la température. Nous, on utilise des basses températures, donc 70 degrés Celsius, et on les continue jusqu'à quand les composants se stabilisent. Ça dépend de la masse, mais on part en moyenne entre 2 et 10 heures. Mais sinon, on peut même utiliser des presses, ça peut être à chaud ou à froid. Et en fait, ça change beaucoup les résultats finaux du composant par rapport à la stratégie de désactivation qu'on utilise. Vous voyez, si on utilise la température, les composants sont un peu plus brûlés, entre guillemets. Et par contre, avec la pression, c'est un peu plus, comment dire, blanc, la finiture. Et là, je vais vous montrer tout rapidement, je vais vous donner des exemples pour faire les mycéliums chez vous, donc do it yourself. Je vais vous donner un qui c'est un peu plus basique, donc un peu plus facile à faire, mais c'est un peu plus coûteux. Et un niveau qui c'est un peu plus confidentiel, qui c'est ce que nous on fait ici au laboratoire. On ne sait jamais si quelqu'un a envie de commencer à grandir ce biocomposant. Mais là, les coûts, même on peut dire que les contrôles de la fabrication, c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Donc, le niveau de base, il vous faut l'eau distillée en balance, des gants, l'alcool, beaucoup de choses qu'on peut trouver même dans notre appartement. Je vous conseille d'acheter directement le seigle ça c'est un site, et comme ça vous avez déjà ce qu'il vous faut. Mais ça c'est dedans vous avez déjà même les substrats. Donc comme ça vous achetez les substrats, les mycéliums, tout ce qu'il faut. Et vous ne devez pas le mixer avec une nouvelle biomasse. Et de l'autre côté, vous pouvez jouer, comme je vous disais tout à l'heure, avec la forme. Vous pouvez les mettre directement dans votre forme pour votre design et tout à la fin, vous pouvez les sécher dans votre four à l'appartement. Ça, par exemple, c'est le processus qu'on a suivi pour un pavillon, une exposition qu'on a fait pour la Biennale di Venezia. Donc, vous voyez, on achetait déjà un sachet qui était tout prêt. On a ajouté un peu de farine comme additif pour la rapidité, on peut dire, de la croissance. Et en fait, ce qu'on a fait, on a mis les substrats avec du rattan pour vraiment essayer d'ingénieriser un peu plus les composants et donner un peu plus de résistance à la traction. Et ça, c'est un peu vous pouvez voir la colonne qui c'était 1,50 m de hauteur. Ça, c'est notre exemple qui vous pouvez trouver en utilisant, on peut dire, les mix déjà prêts avec les substrats, les mycéliums et tout ça. Et finalement, ils ont fait, vous voyez, une petite table que vous pouvez mettre dans votre appartement. Si vous voulez commencer plutôt avec un niveau de confiance, je vous conseille vraiment d'acheter que les mycéliums avec les seigles. Et tout le reste du processus, c'est presque les mêmes, sauf qu'il faut que nous, on mixe les mycéliums avec les substrats qu'on choisit. Par exemple, nous, on a utilisé la chanvre, le bambou et la paille de riz. Vous voyez, donc, vous mettez les mycéliums avec votre substrat. Il faut qu'il reste là-bas pendant une semaine. Après, tout le reste continue. Donc, on peut les mettre dans notre forme et après, il faut les sécher. Voilà, ça c'était un exemple d'un petit biocomposant qu'on a fait pour faire des tests de la thermique, donc de la lambda. Et ça, on a joué avec un peu l'optimisation de la forme par rapport aux dimensions de notre four pour vraiment mettre dedans l'effet des briquets, nous aussi, des mycéliums. Et voilà, vraiment, ça c'est un peu la liberté qu'on aime bien de ce matériau. Et ça, c'est notre exemple
en continuation de la ligne de recherche, un peu d'essayer de le armer, on peut dire, entre guillemets. On a fait des structures avec l'impression 3D, donc PLA, et dedans, on a mis toujours le mycélium pour créer un composant un peu plus, qui a des comportements mécaniques un peu plus intéressants. Et ça, c'est des autres exemples que je vais vous montrer. En fait, l'idée, c'est que vous pouvez vraiment prendre ce que vous trouvez dans votre appartement, je ne sais pas, des cartons, et jouer un peu avec les dessins et faire les infill avec le mycélium. Ça, c'est notre étudiant qui a un peu plus poussé cette idée de les faire maison. Donc, il a pris vraiment des cartons et il a acheté des champignons au supermarché. Il a vraiment, en prenant il a essayé de prendre les mycéliums vraiment de fruiting bodies, de la partie des champignons que nous on mange. Et voilà, ça, il était assez content du résultat, même si, bon, il a voulu, je pense, 4 semaines. Mais bon, ça donne un peu l'idée de la puissance de cette technologie qui est déjà dans la nature. Mais attention, il faut que je vous dise que parfois, c'est pas toujours facile de le faire. Parfois, il y a de la contamination et donc, il faut vraiment bien s'équiper au niveau des gants et d'alcool pour vraiment essayer de ne pas avoir de la contamination. Donc, si vous avez envie vraiment de commencer un peu chez vous, je ne sais pas, dans les labos, et ça, c'est des liens utiles pour commencer un peu à voir qu'est-ce qui se passe dans le monde de la biofabrication du mycélium. Et merci pour votre attention. Je ne sais pas si... non. Oui, ben, peut-être qu'on peut voir s'il y a des questions parmi les gens qui sont là. J'ai essayé vraiment de vous donner un peu des informations faciles, mais si vous avez un peu plus de questions, je suis là pour répondre. Oui, peut-être. Je pense qu'il doit y avoir une question, non? Je crois qu'il faut que vous mettiez votre micro. Oui, merci bien. Non, j'attendais juste que vous me donniez la parole, mais voilà, merci à vous deux. Merci Olga pour cet exposé. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste, je suis enseignante en langue, donc ça vous donne une idée un petit peu, mais je suis toujours très curieuse. Et j'aurais juste une question. Souvent et de plus en plus, et c'est très bien, on s'inspire, en regardant vers le futur, on s'inspire du fonctionnement de la nature. Est-ce qu'on a observé des animaux qui utilisent ce mycélium pour se construire justement un habitat? Est-ce qu'on a peut-être que certaines populations un peu plus, entre guillemets, primitives utilisent déjà ça? Comment est-ce qu'on en est arrivé à se tourner vers ce mycélium? Voilà. Est-ce que c'est venu comme ça ou est-ce qu'il y avait déjà une observation de la nature qui a inspiré les chercheurs? Merci. Merci pour votre question. Et les premières études autour du mycélium et de l'utiliser comme composant, en fait, ça date des années 80. Et c'était plutôt au niveau de biologistes, donc des biologistes et des gens dans le monde du mycélium, donc du champignon, ils ont commencé à voir ça. Donc, en fait, si vraiment vous allez dans les forêts et vous regardez en bas, vraiment dans les sous-sols, vous voyez qu'il y a vraiment cette comment dire, partie des mycélium qui vraiment, qui vraiment est dans les sous-sols et il y a vraiment cette possibilité de coloniser des biomasses. Donc, je pense que l'idée, il est venu de ça, quand on regarde la nature, quand on regarde les fonctionnements, quand on a la possibilité vraiment d'aller un peu plus dans le détail, je pense que c'était ça, ce qui s'est passé. Donc, d'un côté, tous les pouvoirs de la science au niveau de la biologie qui ont été mis à disposition je pense que de l'artiste, je ne sais pas comment dire,
curiosité des architectes ou des designers. Je pense que ça, c'est assez gagnant comme lien. Donc, la contamination des différents secteurs, je peux dire. Je peux peut-être rajouter une toute petite information. Je me souviens avoir lu effectivement, il y a sans doute une quinzaine d'années, un article sur le travail de Ecovative, je crois, donc qui sont des Américains qui ont été, je pense, assez parmi les premiers à faire ce travail. Et en gros, effectivement, c'est très expérimental et un peu c'est du bricolage, d'une certaine façon, bricolage biologique, avec ces matériaux, et donc qui servaient plutôt pour faire effectivement des substituts aux emballages et aux contreplaqués aussi, il me semble bien me souvenir de ça, ou au moins à l'aggloméré. Donc, mais après, je n'avais pas beaucoup entendu parler de développement de ça, donc c'est très intéressant. Et alors, par contre, pour l'utilisation, parce que votre question, elle portait plutôt en arrière, donc sur est-ce que des cultures primitives se servaient des champignons comme matériaux de construction? Je ne sais pas, Olga, tu as des exemples? Non, de ça, moi, je n'ai pas d'exemple. Ouais, donc, je ne pense pas. Mais parce qu'en fait, pour vraiment les utiliser, il faut arriver, je pense, à tout à la fin du processus, donc même au niveau d'activation. Et donc, je pense qu'au niveau des cultures primitives, ils cherchaient plutôt des solutions toutes prêtes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on prend le bois, on utilise la terre, donc des choses qui étaient un peu plus faciles à contrôler par rapport à la fabrication. Et du coup, alors, je ne sais pas, non, attends, je vais laisser parler plutôt s'il y a d'autres questions dans le… Je pense que j'ai pu vous donner la présentation, non, Jean-François, pour avoir les liens. Oui, j'ai vu, il y avait un message, quelqu'un qui demandait un lien là. Oui? Oui, merci beaucoup. J'ai trouvé ça fascinant, votre présentation. Moi, j'ai deux questions. Une première concernant le comportement de ces matériaux face à l'humidité. Et est-ce que c'est envisageable de les utiliser pour des murs extérieurs ou est-ce qu'on est uniquement en intérieur? Et puis la deuxième question, c'est que j'avais vu un article qui parlait de la possibilité de réparer en fait des murs via donc justement le mycélium qui allait croître et qui allait boucher les trous en quelque sorte. Donc je m'étais plutôt imaginé que c'était pour ce type d'utilisation qu'on l'envisageait, mais je vois que pas uniquement. Voilà, donc c'est aussi pour avoir votre retour là-dessus. Bon, merci beaucoup pour les questions. Au niveau de l'humidité, il faut penser que ce biocomposant, c'est comme travailler avec les bois et les fibres naturelles, biologiques. Donc, il faut les protéger de l'eau, il faut les protéger de l'humidité, il faut voir, c'est vraiment au niveau de la stratigraphie du mur qui, je pense que ça donne la possibilité vraiment de l'utiliser dans le monde de la construction. Mais là, nous, on est en train de faire beaucoup de tests sur ça. Donc, je peux te donner plus d'informations dans quelques mois. Mais pour le moment, pour nous, l'application la plus facile, bien évidemment, c'est de l'insolation par l'intérieur. Mais de l'autre côté, si on utilise si on peut les protéger avec de l'argile ou même toujours en utilisant des solutions naturelles, entre guillemets, je pense que ça peut être aussi une solution. Mais comme je te disais tout à l'heure, il faut les traiter comme des matériaux, comme les bois. Donc, il faut bien les protéger de l'humidité, de l'eau, ou assurer ou faire des traitements pour assurer, entre guillemets, la durabilité si on les met à l'extérieur. Mais ça change. Je pense que c'est vraiment à niveau des stratégies de fabrication qui peut vraiment aider à trouver la bonne position pour cette composante. Et par rapport à ta deuxième question, par rapport à la possibilité d'utiliser les mycéliums pour, comment dire, fermer, résoudre les problèmes dans les parois, ça, je trouve assez fascinant, mais dans mon expérience,
je trouve que c'est un peu plus difficile parce que, comme je te disais, un passage important, c'est la désactivation. Dans ces cas, si on laisse pousser les mycéliums sans contrôle, il faut vraiment bien penser, tu vois, comment dire, tout le processus. Et de l'autre côté, ce qui donne beaucoup de force et de propriétés mécaniques aux composants, c'est les fibres. Donc, si nous, on veut essayer de l'utiliser dans des parois, ce n'est pas que les mycéliums qu'il faut mettre, mais c'est plutôt toujours les mycéliums avec les substrates. Donc, je pense que c'est... La biotechnologie, ça s'avance très rapidement, donc je pense que ça peut être quelque chose qu'on va lire aussi avec un peu plus de, comment dire, de probabilité dans les prochaines années, mais dans mon expérience, c'est un peu compliqué de contrôler tous les processus. Oui, Donc, parce c'est mieux qu'on de l'utiliser, oui, de l'utiliser désactivé, entre guillemets, comme vraiment en inerte, entre guillemets. Parce qu'on a aussi l'exemple de champignons qui peuvent attaquer des structures Exactement. en matériaux biosourcés, parce qu'en fait, le mycélium, il est un peu partout, et s'il y a assez d'humidité, il peut... Enfin, on a des structures en bois. C'est une pathologie, c'est pour oui, ça c'est ça, que... quand elles pourrissent, c'est qu'il y a des champignons dedans, en fait. Ouais. Exactement. Donc, c'est assez subtil, la stratégie, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut vraiment comprendre la bonne stratégie et la bonne stratigraphie pour les utiliser. C'est ça un peu comment dire, le next step de la recherche. Mais je pense qu'il y a peut-être, enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je devrais commencer par t'entendre ça. Parce que moi, c'est ce qui je trouve intéressant aussi, et parce que c'est vraiment un domaine voilà, vraiment expérimental, c'est quel genre de propriété mécanique on peut atteindre, parce que effectivement, ça ressemble à du polystyrène ou du carton, éventuellement du bois aggloméré, ou est-ce qu'on peut arriver à des propriétés qui commencent à ressembler à celles du bois, ou des choses comme ça? Parce que là, ça devient vraiment très intéressant. Ouais. Pour le moment, dans mon cas, les propriétés mécaniques, c'était plutôt ce que tu viens de dire, c'est plus proche au polystyrène et tous ces matériaux qui ne sont pas structurels. Ouais. Mais je sais qu'il y a pas mal d'intérêt pour les utiliser comme colle pour les bois, pour les lamer, par exemple. Donc, vraiment essayer de comprendre si on peut substituer la colle. Du bois lamellé collé. Exactement. Donc, il y a pas mal de recherches sur ça aussi. Mais comme je te disais, c'est incroyable les possibilités qu'on peut arriver à avoir avec cette intégration avec la biotechnologie. Je suis sûre que peut-être il y a un mycélium qui n'a pas encore été, je ne sais pas, testé, qui ça peut donner des autres propriétés mécaniques, ou je ne sais pas. Non, c'est ça qui est intéressant. C'est assez vaste, c'est passionnant, mais je pense que ça peut donner beaucoup de résultats intéressants. C'est super, en tout cas, oui. Et comme je vous disais, je vais vous donner les slides. Si après vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, parce que je sais que c'est beaucoup d'informations tout ensemble. Moi, j'aurais une autre question justement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire si le mycélium, il peut être mélangé soit à du bambou, soit du chanvre, du seigle, enfin des choses assez différentes finalement, le seigle. Est-ce que, en fonction de ce mélange, de ce composé, on a observé que le résultat était plus approprié pour tel ou tel type de construction à l'intérieur, pour l'instant, d'un bâtiment, parce qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres encore, ou est-ce qu'en fait, les résultats sont à peu près équivalents, quel que soit le matériau ou la matière ajoutée? Merci beaucoup pour la question. En fait, ça change beaucoup. Moi, dans mon expérience, par exemple, je prends les tests qu'on a fait d'absorption de l'eau. Et
par exemple, si on utilise la chanvre, on voit que même s'il absorbe beaucoup d'eau, les biocomposants mycélium et chanvre, ils ne changent pas trop le volume, on peut dire, de composants. Donc, ça, on sait que la chanvre, il a beaucoup de propriétés hygroscopiques. Et de l'autre côté, par contre, avec les bambous, j'ai essayé même avec les bambous, et les bambous, il ne change pas trop les volumes, mais il n'absorbe pas beaucoup d'eau. Donc, ça donne un peu l'idée que par rapport aux typologies de fibres aussi, et la capillarité de fibres aussi, ça peut changer beaucoup les résultats par rapport aux matériaux, aux biocomposants qu'on obtient. Donc, je pense que ça aussi, on peut jouer beaucoup avec les performances. Ce n'est pas que les biocomposants avec les mycéliums, c'est que pour cette typologie d'insolation, mais on peut vraiment comprendre la bonne application en utilisant les bons substrats. Très bien, merci. Merci à vous. Du coup, j'aurais une autre question, Oui. à moins que ça ait été dit, mais comme c'est… Voilà. La durée de vie de ce type de matériaux, on en a une estimation? Est-ce qu'on a fait déjà des tests ou est-ce qu'en fait, on n'a pas eu assez de temps pour voir jusqu'où le matériau obtenu tenait le coup? Merci. Non, merci à vous. Alors, concernant ça, en fait, il n'y a pas encore comment dire, des expériences sur en réalité, parce qu'il n'y a pas des bâtiments qu'ils ont déjà mis dedans. Je parle d'insolation thermique. Des panneaux acoustiques, oui, il y a la réalité italienne de Mogo qui, en fait, l'ont mis dans plusieurs des bâtiments. Mais en fait, ça, c'est quelque chose que, comme je vous disais tout à l'heure, avec des modèles, nous, on est en train de les faire. Et donc, la durabilité, ça change beaucoup comment on les positionne dans la paroi, par exemple. Toutes les stratégies on peut mettre en place pour les protéger et tout ça. Mais je pense que si vous voulez commencer un peu à comprendre ce domaine, il faut vraiment les considérer comme des matériaux biogéniques. Donc, par exemple, si la paille est protégée, il y a contre l'eau, il est bien pressé, tout ça, ça peut durer plusieurs années. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que ce n'est pas qu'une question de matériaux, mais c'est vraiment une question de stratégie, de construction. Des conditions d'environnement. Exactement, conditions d'environnement, des stratégies vraiment d'assemblage, et c'est un peu à faire parce que oui, il n'y a pas de situations déjà réelles avec ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, j'avais une petite question, moi, si Oui. on en fait là. Merci beaucoup pour votre présentation. Au tout début, du coup, vous parlez de CO2 dans votre présentation. Ouais. Et donc, du coup, je me suis un peu posé la question, le coût carbone de ces matériaux, mais en fait, après réflexion, je me dis que ça doit être une empreinte carbone assez proche des fibres que vous utilisez, vu que le mycélium sert principalement en fait, de liant entre le matériau. Donc, j'imagine que l'empreinte finale du produit doit être assez proche du matériau de base utilisé. Merci beaucoup pour cette question. En fait, on a fait une recherche sur ça et on a même publié un article. Si vous êtes intéressé, je peux vous donner ça. Le problème, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais le problème, c'est que quand on regarde le global warming potential, donc la quantité de gaz, donc, dans l'analyse des cycles de vie, ce qu'on compare, c'est des matériaux ou des produits, vous voyez, qui sont plutôt à l'échelle industrielle. Et moi, j'ai calculé l'empreinte carbone des matériaux que moi, j'ai fait dans les labos. Donc, bien évidemment, l'énergie, ce n'est pas encore optimisé. Même si on utilise vraiment une température très basse, tout ça, c'est un peu compliqué de les comparer avec les matériaux qu'on trouve dans la construction. Donc, l'idéal, ça sera plutôt de le faire
de trouver des industries qui les produisent pour vraiment faire un calcul total à niveau de la possibilité à l'échelle industrielle. Parce que vous voyez avec l'analyse des cycles de vie, c'est qu'on compare, c'est des matériaux industriels, pas des matériaux à l'échelle des laboratoires et de la recherche. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que c'est envisageable à faire. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Ouais, peut-être ce qui serait intéressant, c'est que, Olga, tu puisses nous communiquer un lien. Tu as parlé de quelques articles aussi Oui. au fur et à mesure de ton exposé, et ça pourrait être intéressant qu'on puisse les partager. Tout à fait. Pour les gens qui ont envie d'aller plus loin, je pense aussi sur ce que tu as montré avant de parler du mycélium, qui a l'air quand même de fasciner tout le monde. C'est vrai, c'est assez intriguant comme idée. Il fallait faire à l'inverse, peut-être. Oui, non, mais c'est très bien comme ça. Et le meilleur à la fin. Mais bon, je ne sais pas d'ailleurs. Mais en tout cas, je pense que l'article aussi sur la méthodologie que tu as décrite rapidement pour comparer les différents régimes, les différentes quantités de matériaux, high carbone, low carbone ou carbone négatif, je pense que ce serait assez intéressant, je pense, à lire. Et donc, si on pouvait les avoir, ce serait super. Oui. Aussi, en plus des recettes de cuisine pour faire son mycélium chez soi. Exactement. OK. Je vais vous envoyer ça. Une dernière petite question. Je me demandais à quel point, parce que là, vous nous avez montré des objets de taille assez grande. Est-ce que vous avez connaissance d'objets de petite taille réalisés par ce type de technique? Alors, je vous explique pourquoi je pose la question, parce qu'en fait, moi, je travaille en conception de dispositifs électroniques et on commence à travailler sur des dispositifs également avec des matériaux biosourcés. Donc, ça intéresse aussi parce qu'il y a tous les problèmes derrière de voir ce qu'on fait de ces produits usagés, voilà. Oui. Alors là, on peut se dire qu'avec le mycélium, peut-être qu'il peut passer partout et donc être adapté à des petites dimensions. Mais je ne sais pas effectivement s'il y a des choses qui ont été faites en ce sens. Merci. Et je te demande, qu'est-ce que tu entends avec petite dimension? Alors, petite dimension, en dessous du millimètre. Ah. Alors, le mycélium, il a le diamètre du racine que vous voyez, c'est 2 micromètres à peu près. Donc, lui, tel quel, je pense oui. Mais là, je pense qu'il faut voir avec les biomasses qu'on peut utiliser. Mais nous, ici, on a même des machines pour les faire plus fines. Donc, je pense que si ça, c'est le cas, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Donc, il y a des grandes perspectives. Alors, merci. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a même, si je peux vous dire ça, il y a même des études qui utilisent les mycélium comme, vous savez, pour faire je ne sais pas comment dire ça en français, des éléments, si vous vous êtes brûlé, il y a la peau artificielle, c'est ça que je veux dire, comme scaffolding. Donc, ils utilisent vraiment cette capacité de créer quelqu'un qui soutient les selles aussi. Ça veut dire que c'est un matériau biocompatible, c'est pas rejeté par le corps. Exactement, c'est biocompatible aussi. Ouais, formidable. Et c'est assez poreuse, donc c'est pour ça que c'est intéressant. OK. Bon, super. Bon, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Là, on est en train de partir dans la médecine et les micro-composants de l'architecture, de la ville à l'architecture à la peau artificielle. Exactement.
c'est pas mal. Est-ce que vous avez, mais comme quoi, c'est toujours dans les croisements que les choses intéressantes se passent. Est-ce que dans le public, dans les participants, est-ce que vous avez encore des questions ou des commentaires à poser? Non. Oui, j'aurais juste, étant donné que c'est très prometteur, ces recherches-là, je pense que voilà, ça s'intègre parfaitement dans ce qu'il nous faut obligatoirement faire. J'aimerais savoir quel est le degré actuellement de développement de la recherche au niveau de ce type de possibilités. Est-ce qu'il y a déjà des gens, des labos ailleurs qui sont passés à quelque chose de très concret comme production? Est-ce qu'il y a eu des partenariats avec certaines entreprises pour essayer de lancer un marché, etc. Quel est le degré de déploiement ou de développement de cet élément? Merci. Merci à vous. Je sais que tout est lancé. Au niveau européen, il y a pas mal d'entreprises qui sont intéressées. Il y a pas mal de projets européens qui sont sur ça. La volonté, c'est vraiment de changer l'échelle. Donc, ne pas l'utiliser que, par exemple, pour des panneaux à l'intérieur, comme dans le cas de l'entreprise italienne Margot, qui font de cette panneau acoustique avec des performances acoustiques. Mais même quand Jean-François disait à Ecovative dans les United States et dans les États-Unis, il y a vraiment déjà des industries qui produisent ça. Ecovative, c'était les pionniers de cette solution au niveau industriel. Et eux, ils font aussi des isolants, mais ils ont vraiment varié la production au niveau des produits. Donc, il y a déjà des entreprises qui existent, mais au niveau des recherches et au niveau de petites startups et tout ça, il y a beaucoup de mouvements. Ça, je peux l'assurer. Super. Et alors, du coup, ça entraîne aussi parce que ça rebondit, évidemment, ça a des conséquences à tous les niveaux sur la formation des métiers du futur. Oui, c'est vrai. Voilà, est-ce que déjà on a une idée, parce qu'il va falloir former les gens, à construire ce nouveau matériau et deux, à l'utiliser convenablement. Tout à fait. Et mais je pense que même au niveau de la direction du monde, vous voyez, tout change assez rapidement. Les problèmes sont beaucoup plus grands et il faut avoir cette résilience, non? Et la volonté d'échanger, de s'adapter. Je dis ça surtout au niveau de la répérabilité des matériaux. Donc, ce que je trouve assez intéressant du mycélium, c'est qu'on peut vraiment utiliser une technologie universelle, globale, ça c'est sûr. Mais on peut vraiment utiliser des résidus, des déchets locaux. Et donc, ça change un peu ça donne beaucoup de possibilités, d'opportunités aux réalités vraiment, je ne sais pas, dans les situations de l'agriculture où peut-être il n'y a pas beaucoup d'argent, mais vraiment avoir la possibilité de vendre leurs résidus et créer des économies circulaires, on peut dire. Je pense que c'est ça, c'est assez intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-François, ton micro est éteint. C'est ce que je vois, oui. Ah. Oui, c'est mieux si je rebranche mon micro. Écoute, je pense que peut-être on est arrivé au bout de la série de questions. Je voulais te remercier vraiment beaucoup pour cette présentation qui nous a à la fois montré des choses qu'on connaît un peu, mais pas forcément de façon aussi fine que celle que vous avez développée, surtout toi dans le cadre de ton PhD. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et puis cette deuxième partie sur le mycélium qui est vraiment, pour le coup, bon, on entend parler, mais c'est intéressant de comprendre comment ça sort vraiment c'est peut-être pas encore sorti du laboratoire, mais on sent bien que
comme tu le dis, très prometteur, très intéressant et permet de relier beaucoup de questions autour du renouvellement des matériaux et celui de la circularité de l'économie et de son caractère local, évidemment. Et donc, ça paraît vraiment un sujet très intéressant. Alors, c'est clair qu'on ne va pas tout construire en mycélium, mais qu'il y a peut-être des choses, voilà, si ça devenait un substitut aux matériaux de synthèse pétroliers qui rentrent quand même pour une partie importante dans la construction et dans la transformation de bâtiments contemporains, ce serait vraiment une super idée. Donc, je crois que c'est très, très intéressant. Les perspectives que tu nous ouvres sont vraiment très intéressantes. Donc, merci infiniment. Voilà, à bientôt, j'espère. Merci à vous. Et puis voilà, bonne fin de journée et bon week-end. Merci. À vous également. Au revoir tout le monde. Merci encore. Merci, au revoir à Merci tous. beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.